Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à la conférence organisée par Illico Veto et Conseil Veto. Alors, notre web conférencière est en train de se connecter. Elle a une petite urgence à gérer en clinique, donc je vous demande de patienter encore un tout petit peu. Elle se connecte et elle arrive. Hop, c'est super. Donc, Aurore Dubois, vétérinaire, vient de nous rejoindre. Merci à elle, parce que je crois qu'elle a couru un petit peu. C'était pas facile. Bon, super. Bonjour à tous, merci beaucoup Marie. On a réussi à tous se connecter, c'est super. Exactement. Je vais laisser les gens rentrer, se connecter calmement. Voilà, donc pour rappel, vous avez bien rejoint la web conférence organisée par Illico Veto et Conseil Veto. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le tartre et la mauvaise haleine chez le chien. Donc voilà, vous saurez tout d'ici une toute petite heure. Voilà, je laisse les gens se connecter. En attendant que tout le monde se connecte, je vais vous présenter l'équipe. Alors, le docteur Aurore Dubois, qui est notre vétérinaire conférencière aujourd'hui. Elle est diplômée de l'École nationale vétérinaire de Nantes depuis 2016 et elle a un CEAV de médecine interne. Voilà, elle est praticienne aujourd'hui, vous l'aurez compris. Et c'est elle qui va vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le tartre du chien. Ensuite, je vous présente le docteur Tatiana Pradel, qui est la responsable éditoriale chez Illico Veto, qui est aussi vétérinaire conseil chez nous. Voilà. Bonjour. Et qui va modérer vos questions aujourd'hui, pendant la conférence aujourd'hui. Voilà. Et moi, je suis Marie Loiselet, je suis la responsable marketing chez Illico Veto. Alors, pour rappel, la mécanique aujourd'hui, va y avoir 20 minutes de présentation par le docteur Dubois. Au bout de ces 20 minutes, on répondra pendant 15 à 20 minutes à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas pendant tout le long de la webconférence à cliquer sur la petite fonctionnalité questions et à nous envoyer vos questions au fur et à mesure. Pour ceux qui nous regardent sur un téléphone, il faut cliquer sur les 3 petits points, puis cliquer sur poser votre question. Voilà, je laisse encore rentrer quelques personnes et ensuite je laisse la parole à Aurore. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux sur nos webconf. Ça, c'est vraiment super. Bon, Aurore, je vous laisse la parole et puis je vous reprends en fin de conf. Merci beaucoup Marie, merci Tatiana. Donc, bienvenue à tous. Alors, pourquoi ça bug ? Hop, Aurore, tu m'entends ? Alors, Aurore a été déconnectée, on va attendre qu'elle se reconnecte. Voilà, Aurore est là. C'est bon, tout le monde m'entend. Je vous prie de m'excuser, j'ai un problème de connexion avec mon ordinateur. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est bon, on t'entend, Aurore, tu peux prendre la main. Ok, super. Voilà, donc, je vous disais effectivement que nous allions parler d'un sujet qui est extrêmement important, à mon sens, en tant que propriétaire de chien, puisque c'est quelque chose dont on va commencer à s'intéresser même dès le plus jeune âge. Donc, pour vous poser déjà un petit peu le contexte, pour vous parler de la dentition du chien, donc le chien adulte a 42 dents, le chiot en possède 32. Donc, il faut savoir, grosso modo, que la bouche du chien commence à se former à partir de l'âge de 4 mois. Vous avez donc les dents de chiot qui commencent à tomber au profit donc de la dentition adulte qui, globalement, alors ça dépend des races et ça dépend aussi des individus, bien sûr, mais en gros, à 7 à 8 mois, la totalité de la bouche du chien est définitive avec les 42 dents. Donc, vous avez sur le petit schéma vraiment la disposition et les différences entre les incisives, les canines, les précarnassières et les carnassières et surtout les tuberculeuses.
La première des choses qu'il est effectivement extrêmement importante à noter, c'est que vous aurez remarqué, on va prendre à partir des précarnassières, des garnassières et des tuberculeuses, le fait qu'on parle d'avoir vraiment des dents, en fait, avec plein de circonvolutions. Donc, j'espère que tout le monde voit bien ma petite flèche. Mais quand vous prenez, par exemple, la première précarnassière, eh bien, vous voyez qu'elle possède de multiples reliefs. Et effectivement, on peut supposer que plus la dent va avoir une surface qui va être, on va dire, vallonnée, entre guillemets, plus on va pouvoir avoir du tartre qui se dépose. Donc, extrêmement important de prendre soin de la bouche de votre chien le plus tôt possible. Donc voilà comment se répartit un petit peu. Ça, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Donc vous avez de toute façon les incisives qui sont les petites quenottes ici qui se voient le mieux parce qu'elles sont dites en fleur de lys. Donc elles se voient particulièrement bien. Les canines, on a toujours pour habitude de les reconnaître chez un chien, évidemment, les fameux crocs, donc, qui sont des dents vraiment extrêmement importantes, tant du point de vue du comportement alimentaire que du comportement avec les autres animaux. Et puis sur une vue ici de profil, vous avez comment se disposent les dents, les précarnassières et les carnassières. Et ce que je voudrais vraiment que vous remarquiez, qui est vraiment très intéressant, c'est la proportion de la racine dentaire, donc qu'on ne voit pas, qui se trouve dans l'os, par rapport à la partie immergée de l'iceberg. Donc vous voyez bien que là, par exemple, si je prends la canine, il y a plus de 2 fois, c'est plus d'une fois, pardon, la surface de la dent qui est visible, qui est en fait cachée. Donc on le comprendra un petit peu plus tard dans le développement, mais ça a vraiment son importance. Les dents du chien, quand elles sont bien entretenues, ce sont des éléments qui sont extrêmement solides, qui sont extrêmement forts pour permettre principalement la mastication et ce comportement alimentaire. Mais donc, c'est vraiment important de prendre le plus grand soin des dents de votre chien. Donc, on va parler vraiment maintenant, on va essayer de fixer un peu les choses et on va parler de ce qu'on appelle la maladie parodontale. Vous avez plusieurs stades. J'ai vraiment essayé de vous montrer ces images parce qu'en fait, elles parlent d'elles-mêmes. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'en soulevant la babine de votre chien, vous pouvez voir et vous pouvez essayer de savoir dans quelle catégorie vous mettriez votre chien. Donc en stade A, ici, qui est juste ici, vous avez des petites quenottes toutes propres, qui sont toutes blanches, avec une gencive qui est rosée, sans aucun problème. À partir de la photo B, on est au stade 1. Donc là, on commence effectivement à avoir du dépôt qui se fait. Je tiens quand même à mettre un tout petit bémol, qui est que naturellement, en vieillissant, l'émail va jaunir. Et ça, c'est dû à une coloration naturelle et physiologique de la dent et de l'émail qui évolue dans le temps, ce qui n'a rien à voir, pour le coup, avec le tartre. Mais en général, il faut reconnaître que cette coloration naturelle, elle est uniforme au niveau de la dent. Vous avez une impression de sourire entre guillemets, de chien qui est moins blanc. Mais ça, c'est tout à fait normal. Et en fait, on retrouve un petit peu le cas aussi en humaine. Où effectivement, il ne faut pas confondre, vous avez des taches sur les dents avec juste vos dents vieillissent naturellement. Mais on voit effectivement qu'il commence à y avoir des petites zones ici, où par exemple là, la dent reste bien blanche, et puis vous avez cette partie où là, il commence à y avoir du dépôt. La figure C ici présente, c'est le stade 2. Donc là, on commence effectivement à avoir du tartre qui se met vraiment en quantité importante, puisque là, on commence à être sur une coloration qui est plus brunâtre, et là, on voit littéralement qu'on commence à avoir le principe des plaques en fait, de tartre qui se font. Et point extrêmement important à noter, vous constatez l'apparition d'un mince filet rouge ici en regard en fait, de la dent entartrée, avec un début donc de gingivite. Donc là, on arrive au stade de la gingivite. Ensuite, on arrive au stade de la parodontite. Donc en fait, le parodonte, c'est l'ensemble des tissus qui soutiennent la dent. Donc le parodonte, vous avez la gencive et notamment, pourquoi on parle de parodontite? Parce qu'on parle d'une inflammation. Et cette inflammation, vous le voyez en fait, elle vient faire en sorte comme si la gencive ici, elle était grignotée. Et vous avez une partie de la racine dentaire qui est visible. Là, on est vraiment sur de la parodontite. Et malheureusement, le stade le plus ultime et finalement le plus grave de toute cette évolution, c'est ce qu'on appelle la maladie parodontale qui, en fait, va littéralement associer plusieurs choses. Vous avez les plaques de tartre qui sont vraiment très épaisses, vraiment très solides.
la gingivite qui est juste ici, qui vient se rajouter. Et en fait, on s'apercevra, par exemple, si on fait un détartrage sur cet animal, que, eh bien, on a une parodontite associée avec littéralement les dents, les racines dentaires qui commencent à être... Aurore, Oui, excusez-moi, je vous coupe juste. C'est pour vous dire qu'on ne voit pas la petite flèche. Donc, est-ce que vous pouvez juste mentionner peut-être le nom, les lettres des... bien Voilà. sûr. Je suis Non, désolée, je vous remonte l'info. c'est très gentil. Alors oui, donc c'est sur l'image E. Vous voyez donc la plaque de tartre qui est là. Donc c'est la partie en fait la plus presque marron-grise. Vous avez juste au-dessus le mince petit filet, la mince petite ligne rouge qui correspond à une gingivite. Et cet animal, donc, si on doit le détartrer, en enlevant la plaque de tartre, eh bien, on va se rendre compte qu'une partie plus ou moins importante de la racine de cette dent est visible. Donc, en fait, on arrive au stade vraiment ultime de la maladie parodontale avec les trois éléments, la gingivite, la parodontite et les plaques de tartre. Donc, ça, c'était un petit peu pour vous présenter les différentes maladies. Ça vous parlera sans doute plus. Voici des photos de personnes atteintes de maladies parodontales. Et là, vous voyez effectivement, vous avez sur la photo située à votre droite, vous voyez la racine dentaire qui est visible, comme si la gencive avait complètement disparu. Donc là, on est sur de la maladie parodontale chez l'homme. Voilà, ce qui vous permet de comparer un petit peu avec ce qu'on peut voir en humain. Donc maintenant qu'on a posé un petit peu les choses, je pense que le principal cœur de notre sujet, c'est vraiment comment prévenir l'apparition de tartre, parce que la phrase vraiment clé que vous devez retenir pour cette conférence, c'est pour le coup, il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que la maladie parodontale, ça n'est pas juste « oh, mon chien, il a du tartre ». Ce sont des douleurs dentaires parce que en fait, vous pouvez avoir une atteinte du nerf de la dent. Donc, c'est un chien qui peut être en souffrance. C'est un chien à qui, à un moment donné, on va devoir arracher des dents ou qui vont tomber d'elles-mêmes. Donc, on va avoir ensuite être soumis à des problèmes au niveau du comportement alimentaire. Donc, c'est vraiment, il vaut mieux prévenir que guérir. Et on va commencer évidemment par l'alimentation. Donc l'alimentation, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites par des équipes de chercheurs, surtout en Angleterre et un petit peu aux États-Unis, pour étudier en fait la meilleure croquette pour essayer de limiter au maximum l'apparition de ce tartre et de cette maladie parodontale. Donc les études ont d'abord révélé qu'il était plus intéressant d'avoir une croquette en forme de cube ou en forme de croix. Pourquoi la forme de cube? Tout simplement parce qu'en fait, vous avez plusieurs surfaces. Donc en fait, c'est vraiment une croquette qui est en 3D. Et la croix, on est aussi sur le fait que vous avez des petits décrochés en fait dans la croquette. Du coup, le chien va être obligé de beaucoup plus mastiquer. Et dans ce processus de mastication, la croquette, qui est un élément dur, qui est un corps dur, va venir frotter contre la dent. Et en fait, ça va agir un petit peu comme une brosse à dents, si on veut. Donc déjà, le simple fait d'avoir une croquette qui serait en forme de cube ou en forme de croix, ça va nous aider pour prévenir l'apparition à minima du premier stade, qui est le tartre. Ensuite, on arrive à la dureté de la croquette. Il est important que les croquettes soient relativement dures. On s'entend, plus la croquette va être dure, et là je vais surtout prendre l'exemple des petits chiens, des petites races. Si la croquette est trop dure, le chien va pas tellement tergiverser, il va la gober et la mâchera pas du tout. Donc on aura une efficacité zéro au niveau de l'action de la croquette. À l'inverse, je sais qu'en tant que propriétaire de petits chiens, on peut se dire que en vieillissant, mon petit loulou, il a un peu plus de mal à mâcher, donc je vais lui prendre des croquettes un peu plus molles. Et bien la problématique, c'est qu'en fait, c'est comme si vous mettiez votre dent dans un marshmallow. Et bien en fait, le côté mou de la croquette va venir enrober la dent, certes, mais ne va pas venir frotter. Donc en fait, il faut une croquette qui soit quand même relativement dure. Après, effectivement, on adaptera toujours en fonction de l'âge de l'animal. Mais de toute façon, à partir du moment où on commence ça et on prend en considération ces éléments très jeunes dans la vie du chiot, en fait, l'animal va être habitué déjà, ne serait-ce qu'à croquer. Ça, c'est extrêmement important. Je dis ça surtout pour les patients un peu gloutons qui ont tendance à gober la croquette. Il faut vraiment trouver des astuces pour que votre chien prenne le temps de mâcher la croquette. Ça, c'est extrêmement important. Les études, donc toujours faites par nos équipes d'Angleterre, ont montré qu'il était idéal de prendre une taille légèrement augmentée.
En fait, on a tendance à dire, j'ai mon petit chien qui, voilà, j'ai pas envie qu'il ait mal à ses dents, donc je vais lui prendre des toutes petites croquettes. Vous augmentez la probabilité que votre chien les gobe et ne les croque pas. Donc, alors vous me direz, pour les chiens de grande race, ça va être compliqué de trouver à un moment donné plus grand que ce qui est déjà fait pour eux. Mais on le sait quand même, globalement, en pratique, ce sont souvent les petits chiens qui sont atteints de cette maladie parodontale. Peut-être parce que aussi, on laisse plus facilement l'action de rogner aux grands chiens qu'on ne la laisse aux petits chiens. Donc, toujours est-il que ce sont des animaux qui ont effectivement beaucoup plus tendance à être petits. Et donc, naturellement, vous allez choisir des croquettes qui vont être plus petites. Au contraire, essayez d'augmenter un tout petit peu la taille de la croquette. Ainsi, vous aurez vraiment un animal qui va être obligé de mâcher. Ce qui va être extrêmement important, c'est d'avoir aussi des croquettes à visée dentaire. Donc, pourquoi les croquettes à visée dentaire? Ça n'est pas juste un joli nom sur l'étiquette, c'est parce qu'en général, ce sont des croquettes qui sont enrichies avec des additifs ou avec des fibres qui vont avoir une action sur le biofilm qui se dépose sur les dents. Donc, naturellement, vous avez, et du coup, ça va venir enchaîner avec le 5e point, vous avez une flore bactérienne extrêmement riche chez le chien. Donc, il faut savoir que la bouche d'un chien, c'est tout sauf propre. Mais ce sont des bactéries qui, en fait, vivent en harmonie dans la bouche, par rapport au pH de la salive, par rapport aux aliments, etc. Donc jusque-là, ça ne pose pas de problème. Sauf qu'à partir du moment... Et donc les dents, juste pour terminer avec mon biofilm, les dents, en fait, elles sont protégées par un biofilm qui est en fait une fine, voire invisible couche toute douce qui vient en fait empêcher et retarder l'apparition et l'action de la bactérie sur la dent. Donc les croquettes à visée dentaire, elles sont extrêmement intéressantes justement parce qu'elles contiennent des additifs ou des fibres qui viennent renforcer soit la quantité de biofilm, soit la qualité du biofilm. Et donc à partir du moment où vous conservez un biofilm qui est correct, eh bien il n'y a pas de raison spécialement que le tartre apparaisse. Donc vraiment ces croquettes à visée dentaire, elles sont intéressantes. Et puis il y a des études très récentes qui ont montré effectivement que l'ajout de probiotiques de manière régulière, soit quotidienne, soit sous forme de cure, pouvait être intéressant pour réguler la flore buccale. Comme je vous l'ai dit, il y a un nombre à peu près incalculable de bactéries différentes qui vivent en harmonie dans la bouche. Sauf que, à la faveur, par exemple, d'un petit souci gastrique, où vous avez des remontées acides qui arrivent au niveau du chien, eh bien en fait, ça va venir perturber la flore. Et à partir du moment où vous avez une flore qui est perturbée, de toute façon, vous allez avoir des bactéries qui vont prendre le dessus par rapport à d'autres. Et qui vont du coup pouvoir engendrer plus facilement du tartre, plaques de tartre, gingivite, etc. Donc, une des choses importantes, c'est de ne pas négliger l'importance du probiotique. Ce sont vraiment des éléments extrêmement importants qui, même si vous les donnez, on va dire, à l'aveugle, sans l'avis de votre vétérinaire, vous ne pouvez pas faire de mal. C'est vraiment, ce sont des molécules, des médicaments extrêmement sûrs, puisque d'abord, ils ne font même pas partie de la catégorie des médicaments. Je me trompe, ils font partie de la catégorie des compléments alimentaires, qui sont que vous trouvez sans avoir besoin de passer par une prescription vétérinaire. Donc vraiment, ne minimisez pas le probiotique. Et je fais juste un petit aparté. Les probiotiques humains ne sont pas adaptés pour les probiotiques pour les animaux parce qu'on n'a pas du tout la même flore qu'eux, puisque nous n'avons pas tout à fait le même régime alimentaire. Donc vraiment les probiotiques pour chiens, voilà, ça vraiment à ne pas négliger. Donc vous l'avez vu, l'alimentation, c'est vraiment la première chose que vous pouvez mettre en place dès que votre chiot arrive à la maison. Bon, la deuxième chose, vous vous en attendiez tous, c'est le brossage dentaire, effectivement. Aujourd'hui, on le sait, les études là, pour le coup, il y a une équipe anglaise qui a extrêmement travaillé sur le brossage dentaire et c'est le meilleur moyen de prévention contre le dépôt de tartre. Il faut savoir que l'efficacité, elle est 3 fois supérieure par rapport aux lamelles à mâcher et ça élimine plus de 70% de la plaque dentaire. Donc vraiment, il y a une action qui est extrêmement importante. Il est recommandé en revanche de le faire correctement, mais de ne pas trop en abuser. Donc la première chose, c'est de se dire en cas de gingivite, donc le mince petit filet rouge que vous voyez au-dessus des dents, dans ces cas-là, si gingivite il y a, eh bien il faut absolument faire le brossage quotidiennement.
En revanche, et parce que c'est toujours compliqué de brosser les dents d'un chien, et surtout quand on l'a par exemple pas eu chiot, il n'a pas été habitué, ça reste quand même un moment au début un peu délicat. En fait, les études ont montré, donc cette fameuse étude a montré que il y a la même efficacité que vous brossiez les dents quotidiennement ou que vous le fassiez 3 fois par semaine, ce qui représente à peu près un jour sur 2. Donc, sauf si vraiment votre chiot a été habitué tout petit ou que c'est un moment de jeu et de plaisir avec votre animal, pas de problème. Mais si c'est un peu plus difficile parce que à l'issue de cette conférence, vous vous dites, ça y est, je vais prendre la santé bucco-dentaire de mon chien en main, je vais lui brosser les dents. Peut-être que commencer par un jour sur 2, c'est déjà pas mal, afin de voir comment il réagit. Déjà, je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, concrètement, comment ça passe le brossage dentaire ? Il est très important d'utiliser une brosse à poils souple pour bébé que vous pouvez trouver en général, ce sont d'ailleurs les brosses à dents qui sont fournies avec le dentifrice. Hein. Il ne faut pas prendre une brosse à dents trop dure, au risque, en fait, la gencive des chiens est beaucoup plus fragile que notre gencive à nous. Donc, il faut vraiment des brosses à dents qui soient adaptées. Et puis sinon, vous avez l'autre possibilité, c'est d'utiliser le petit doigtier qui est souvent fourni. Soit vous avez, comme sur la petite photo que vous voyez, vous avez la possibilité, en fait, sur le petit doigt d'avoir des petits picots. Et dans tous les cas, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus simple à gérer que la brosse à dents. Mais je pense que ça dépend aussi de votre motivation et puis de l'acceptation de votre chien. Mais vraiment, ce que je vous encourage à faire, et là, je pense que c'est l'élément clé de cette partie sur le brossage, c'est apprenez dès tout petit à votre chien à se faire brosser les dents. Vous en faites un jeu, vous en faites un moment de partage avec lui, et en plus, vous prenez soin de sa bouche, donc vous prenez soin de sa santé de manière générale. Donc vraiment, je ne peux que vous encourager à faire ça. En ce qui concerne le dentifrice, donc le dentifrice, c'est du dentifrice évidemment conçu par des vétérinaires et pour des animaux qui contiennent des microcristaux. Toujours important de vérifier la présence des microcristaux, puisqu'en fait, c'est dans cette partie-là et c'est avec ces microcristaux que se fait tout le travail d'élimination des 70% de la plaque dentaire. Et le gros avantage, et que vous n'avez pas à vous en inquiéter ou à vous en soucier, le dentifrice est fait pour être ingéré. Donc, il n'y aura aucun risque pour la santé de votre animal en point de vue de l'estomac ou de l'œsophage. Ce sont des outils qui sont prévus effectivement pour votre animal. On va continuer ensuite. Donc là, on va arriver sur des éléments qui sont extrêmement importants pour deux choses. D'abord parce que ce sont des éléments qui sont efficaces. Et en plus de ça, ce sont des éléments que vous allez pouvoir utiliser comme du jeu avec votre chien. Et ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, on a vu arriver l'apparition de bois de serre. Voilà, donc le bois de serre est réputé pour être le bois le plus indestructible. Voilà, imaginez-vous deux cerfs en train de se battre. Effectivement, ils y vont assez franchement et ils ne se brisent pas les bois. Donc, c'est extrêmement résistant. Et l'avantage, c'est que c'est un matériau qui ne fait pas d'esquille. Donc, vous n'avez pas de risque. Point de vue, ensuite, perforation, blessure au niveau du tube digestif. Vous n'avez vraiment aucun problème. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement important. Voilà. Il faut savoir aussi qu'à partir du moment où votre chien va utiliser le bois de serre, il va favoriser un élément, donc je fais une toute petite parenthèse, qui est normal pour son comportement, qui est vraiment le principe de mâchonner. Ça détend votre chien, ça le libère de ses frustrations et ça le fatigue autant qu'une bonne balade. Et en plus, ça prend soin de ses dents. Donc, le bois de serre, alors vous les trouvez sous deux formes, en fait. Hein, soit le bois entier avec la moelle et l'os, soit sinon vous trouvez des demi-bois. Et donc là, vous avez la moelle qui est beaucoup plus visible. Et quoi qu'il arrive, ça fait des apports nutritionnels de qualité. Donc, encore une fois, pas de risque de maladie rapport à ça. Et il faut savoir que c'est quand même une efficacité vraiment redoutable parce qu'on est à près de 80% de la plaque dentaire qui va être éliminée grâce à cette action mécanique. Donc vraiment, le bois de serre, ça possède tout un tas de qualités. Si en plus vous aimez les balades en forêt et que vous avez la chance d'en trouver, vous prenez le bois naturel. Et sinon, c'est quelque chose qui est quand même assez abordable et qui dure assez longtemps.
d'expérience très personnelle, le bois de serre pour mon bosseron a duré pas loin de 8 mois. Voilà, et il en reste encore. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est vraiment sur la durée et très, très important. Ensuite, on va passer sur les fameuses lamelles à mâcher. Donc, l'avantage de ces petites lamelles à mâcher, c'est que, en fait, elles vont agir aussi comme des friandises ou des récompenses. Donc, en général, le chien sait où se trouve le paquet dans la maison et va venir vous les réclamer le matin. Ça a effectivement une action de diminution de la plaque dentaire. Ça va réduire la gingivite. Et point essentiel qu'on ne trouvait avec aucun autre produit qu'avec le dentifrice, c'est que ça lutte contre la mauvaise haleine. Seulement, si on commence à faire les ponts et les liens entre tout ce dont on a déjà parlé, vous vous rendez compte qu'il faut quand même que la lamelle à mâcher, elle ait une certaine dureté. Si vraiment la lamelle, elle est trop molle, bah, ça fera le même principe qu'une croquette molle ou qu'une croquette mouillée avec de l'eau. La dent, elle va glisser. Et donc, vous n'aurez aucun effet. Donc, il faut quand même des lamelles vraiment assez dures. Et puis, en général, je ne vous cache pas que ces lamelles, elles sont enrichies souvent avec des enzymes. Donc, en fait, on agit à la fois par l'action mécanique, et en fait, on a aussi une petite action chimique qui vient se mettre en place, d'où le fait que ces lamelles, elles luttent contre la mauvaise haleine, puisque ça, la mauvaise haleine, en général, on va lutter grâce à des molécules, une action chimique. Ensuite, nous allons avoir le dentifrice buvable. Donc le dentifrice buvable, le principe, c'est du liquide. Alors, il en existe parfois avec des goûts poulet, etc., que vous mettez en fait donc une certaine dilution, donc un volume de produit pour tant de volume d'eau, qui devient la boisson de l'animal. Donc voilà, c'est vraiment à mettre dans l'eau de boisson. Et donc à chaque fois que l'animal va aller laper dans son bol, il va en fait ingurgiter du produit. Le principe de ce produit, en fait, c'est que ça va venir, pour très souvent, renforcer le fameux biofilm dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, effectivement, la première des qualités, c'est que ça va agir en réducteur de la mauvaise haleine. Donc, c'est un complément, mais retenez quand même 2 petits bémols. La première chose, c'est que vous devez forcément l'utiliser en complément d'un produit avec une action mécanique, parce que le dentifrice n'agira pas sur la plaque dentaire. Il peut agir comme désinfectant, c'est-à-dire en remettant un peu d'ordre dans les populations de bactéries de la flore. Il peut agir comme renforceur du biofilm, mais il ne va pas agir sur de la plaque dentaire qui est déjà présente. Donc vraiment, premier point, utilisez-le vraiment avec un autre produit. Et puis deuxièmement, quand même faire attention, vous avez certains chiens qui, à partir du moment où vous mettez le produit dans la gamelle, ils ne veulent plus aller dans cette gamelle. Et du coup, il faut vraiment que vous soyez sûr que votre chien va jusqu'à la gamelle pour pouvoir absolument profiter des bénéfices du produit. Vous avez ensuite donc ce qui a été commercialisé assez récemment et qui est assez intéressant, le dentifrice à croquer ou le dentifrice en poudre. L'action va être la même en fait pour les deux dentifrices. Donc, ce sont des dentifrices, donc comme vous le voyez sur la petite image sous le titre, c'est vraiment des petites pastilles que le chien va utiliser comme une petite récompense, comme un bonbon. Donc, le dentifrice, en fait, va se dissoudre petit à petit au contact de la salive. Donc, c'est vraiment le contact produit présent dans le dentifrice, dans le petit bonbon et la salive qui va faire, en fait, l'efficacité du dentifrice. Donc, pareil avec la poudre, c'est le mélange salive-poudre qui va en fait donner l'action. Donc, on va être sur une réduction de 42% de la plaque dentaire, donc ce qui en fait quand même un produit correct. La réduction de 54% du dépôt de tartre et quand même une très bonne action sur la mauvaise haleine. Honnêtement, c'est un produit que je vais par exemple préférer au dentifrice buvable parce que vous avez l'action chimique avec les produits qui sont mis à l'intérieur, mais vous avez aussi l'action mécanique, le fait que le chien soit obligé de croquer, ça va quand même aussi agir un peu comme les produits qu'on a vus précédemment, la croquette ou le bois de serre par exemple. Donc ce sont aussi des produits que vous pouvez utiliser. Le très gros avantage, c'est que si vous avez un chien qui n'est plus un chiot, ou si vous avez un chiot qui n'a pas envie de se laisser tripoter la bouche avec la brosse à dents ou le petit doigt, eh bien, vous pouvez lui donner ça comme une forme de récompense, il va vraiment associer ça à quelque chose de positif. Et donc ça, c'est vraiment quand même l'élément extrêmement important.
Et puis, le dentifrice en poudre, ça a aussi l'avantage que vous pouvez effectivement le saupoudrer sur l'alimentation, par exemple. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Donc, je pense que ce sont des éléments qui doivent absolument être dans notre panel aujourd'hui pour traiter les maladies bucco-dentaires chez le chien. Donc, vous l'aurez compris, l'hygiène bucco-dentaire, évidemment, elle est à envisager dès le plus jeune âge pour minimiser l'apparition des symptômes. Je vous ai beaucoup parlé des symptômes locaux, donc de ce qu'on appelle la famille de la maladie parodontale, avec la plaque dentaire, avec la gingivite, avec le tartre, et ensuite avec la maladie parodontale. Mais il ne faut pas oublier que à partir du moment où vous avez une maladie parodontale qui se développe, ça veut dire forcément que vous avez des bactéries en parfois plus grand nombre que d'autres, anormalement bien sûr. Sauf que qui dit gingivite dit des saignements. Et donc, vous augmentez la probabilité que des bactéries passent dans le sang pour aller se loger dans d'autres organes. Aujourd'hui, on a complètement conscience chez l'homme, on va vous dire, pour éviter les problèmes d'endocardite, donc des inflammations bactériennes du cœur, il faut avoir une hygiène bucco-dentaire irréprochable. Et donc, c'est valable chez l'homme, mais c'est aussi valable chez le chien. Si vous avez un chien qui est effectivement un petit peu à l'âge adulte et qui tend à se rapprocher vers l'âge senior, et que votre chien peut présenter d'autres, ce qu'on appelle des comorbidités, donc d'autres maladies, je pense au diabète, je pense aux problèmes de cœur, aux problèmes de rein. L'hygiène bucco-dentaire doit devenir une priorité pour minimiser au moins la présence des bactéries qui puissent partir dans le reste de l'organisme. Donc vraiment, j'espère que de cette conférence, vous retiendrez vraiment l'importance de l'hygiène bucco-dentaire. Et plus, en fait, vous les apprenez petits, plus ils prennent ça pour un jeu. Et vous aurez aussi constaté qu'on a des moyens vraiment très simples pour limiter l'apparition de cette maladie. Il faut être aussi conscient, j'en ai pas parlé, mais il faut être aussi conscient que tous les propriétaires n'ont pas forcément le budget pour un détartrage en clinique vétérinaire. Il y a des animaux qui ne sont plus anesthésiables pour des raisons X ou Y. Donc, on utilise ces moyens parce que ce sont des moyens efficaces et en plus, ce sont vraiment des moyens qui vont être amusants pour le chien. Donc, on est complètement bénéfique pour tout ça. Merci beaucoup, Dr Aurore Dubois, pour cette présentation qui était très claire, très détaillée. On va passer aux questions-réponses. On en a reçu plein pendant la conf, alors merci à tous. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, on va commencer par... En fait, c'est même la dernière qu'on a reçue, mais je la trouve très intéressante. Une question de Julie qui nous demande quelle est la différence entre la plaque dentaire et le tartre. Est-ce que le tartre constitue la plaque dentaire? Alors, en fait, on va établir un petit peu la chronologie. Il y a le tartre et l'excès de tartre va former la fameuse plaque dentaire. Donc, en fait, c'est une très petite distinction qu'il faut faire. Le tartre, si vous arrivez à le gérer à temps, peut ne pas évoluer en plaque dentaire. Donc, le tartre, c'est vraiment la partie qui est, on va dire, la plus simple et la forme la plus simple de la famille de la maladie parodontale et sur lequel on a beaucoup d'impact. À partir du moment où on est sur la plaque dentaire, on est en fait sur de la plaque de tartre. Et c'est en général, une fois que la plaque de tartre est mise en place, on va malheureusement très fréquemment avoir la gingivite qui va arriver derrière. Ok, c'est très clair. Alors, une question de Marie qui nous demande comment fait-on pour un chien adopté adulte qui n'a pas été habitué à une hygiène bucco-dentaire? Alors bah oui, effectivement, c'est toujours un peu notre problématique parce qu'on veut leur offrir le meilleur et pour autant, on n'a pas pu les habituer dès tout petit. Je pense que la première des choses, Marie, ce serait vraiment de prendre ce moment comme un jeu et d'associer quelque chose d'extrêmement positif. Je ne sais pas si, par exemple, votre chien, par ailleurs, il adore, je sais pas, vous lui gratter la tête, le brossage. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis surtout, il faut se dire qu'il va falloir que vous soyez patiente et que vous accordiez du temps d'évolution à l'animal. Donc, il ne faut pas être utopiste en se disant « Allez, la conférence Illico Veto, elle est topissime, je vais acheter le dentifrice, la brosse à dents et on y va. » Non, ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Donc, peut-être ça peut être se dire « Bon, bah tiens, on va commencer par les petites lamelles à mâcher. » Donc, on donne une petite lamelle à mâcher. Donc, en fonction de la lamelle, vous avez la quantité à donner, vous avez des tailles, petit chien, grand chien, etc.
Et puis après, vous vous dites, ah bah tiens, c'est bientôt l'anniversaire de Kiki, on va lui acheter un bois de serre. Et on le valorise, mais c'est bien mon loulou, il est beau ton bois de serre, et on lui montre qu'en fait, c'est positif. Je ne vous cache pas qu'avec le bois de serre, en général, vous n'avez pas tellement besoin de les forcer pour aller grignoter leur bois, parce que vraiment, le grignotage, c'est un comportement naturel chez le chien. Et en plus de ça, je vous dis, ça leur vide la tête. Et puis petit à petit, on se dit, bah tiens, maintenant qu'au lieu de lui donner une lamelle à mâcher, eh ben, on va donner le lundi la lamelle à mâcher, puis le mardi, une petite pastille de dentifrice à croquer. Et petit à petit. Et puis un jour, on se dit, allez. Donc on fait un peu l'andouille devant son chien avec le petit doigt, etc. Et puis on peut se dire, bah tiens, t'as accepté que je mette le doigt devant les dents, bah t'as une croquette. Alors vous allez me dire, au début, c'est un peu contre-productif parce qu'on va lui salir les dents. Mais l'objectif, c'est de lui apprendre. Et en fait, le chien qui marche énormément avec le renforcement positif va tout à fait comprendre qu'il n'y a pas besoin d'y rester, honnêtement, pas 5 minutes, hein, mais il faut brosser, mais on fait toujours en fonction de la coopération du chien. Donc, marie vraiment le jeu et la patience. Super réponse. Merci beaucoup. Alors, on passe à la question de Charlotte, qui nous demande comment savoir lors de l'achat du paquet de croquettes si la croquette est suffisamment dure. Alors effectivement, ça c'est toujours quelque chose qui est très délicat. Je vous dirais que l'idéal, c'est vraiment d'essayer, c'est pas toujours facile, hein, je sais bien, déjà de palper la croquette à travers le sachet. Et déjà, vous allez vous rendre compte. Si vraiment vous avez l'impression que vous pouvez la ramollir un peu, c'est que la croquette est trop molle. Il faut quand même bien se rendre compte, même pour un tout petit chien, mais la puissance de la mastication chez le chien, c'est impressionnant. Donc, il faut vraiment y aller franco et vous essayez d'écraser la croquette. Si vous voyez que vous faites une pression et ça vient de la miette, honnêtement, le chien, ça n'aura aucun effet. Donc, vraiment bien essayer. Et puis, je ne vous cache pas qu'au début, ça passe toujours par on tâtonne, en fait. Quand on se dit, allez, j'essaye celle-ci, bon, ça, il a l'air de croquer. Il faut vraiment que le chien, alors je suis désolée, je vais faire une imitation, je ne suis pas très douée. Il faut vraiment que le chien, vous le voyez faire vraiment, il galère un peu quand même. Il faut que ce soit proportionné, mais il faut qu'il y ait cette action des mâchoires en fait qui viennent frotter contre la croquette. Et puis après, vous n'hésitez pas aussi à demander éventuellement des échantillons pour faire des essais, etc., des petits tests. Et puis au bout d'un moment, vous allez trouver la croquette qui convient à votre petit loulou sans problème. Ok. Une autre question de Marie qui nous demande que peut-on faire quand la maladie parodontale a débuté? Passage aux croquettes spécifiques, probiotiques, détartrage, mais quel est le risque anesthésique avec l'âge? Alors effectivement, quand la maladie parodontale a commencé, alors on va pas se mentir, on va envisager plusieurs scénarios. Le premier, c'est que vous avez juste du tartre. Il n'y a pas encore de plaque dentaire, il n'y a pas de gingivite. Là, on peut se dire que vraisemblablement, si on commence à être sérieux dans la gestion de l'hygiène bucco-dentaire et qu'on utilise, on est plus rigoureux, les enfants, tout le monde se met, on brosse les dents du chien, donc ça, on sait qu'on va pouvoir en éliminer. Quand on commence à être ensuite sur la plaque dentaire et qu'il n'y a pas encore la gingivite, on peut continuer avec l'action mécanique. Là, on se dit, allez, on investit le bois de serre, on joue avec lui, on accentue, je sais pas moi, les dentifrices à croquer, etc. On peut encore, et puis on ne va pas se mentir, hein, vous pouvez essayer de détacher la plaque. Hein. Il y a des fois, elle tombe. Donc ça, c'est encore possible. En revanche, là où on commence à être un peu dans un sujet un peu délicat, c'est quand il y a la gingivite. Pour la bonne et simple raison, c'est que souvent, là, votre chien commence à être réticent à croquer. Parce que quand la croquette ou quand le bois de serre frotte, il frotte certes contre la plaque, mais il contre la gencive qui est inflammée. Donc, dans le principe, tout le monde a déjà, alors qu'il a super mal aux dents, croqué dans la glace, ça fait super mal. Donc, le chien, il va plus avoir envie. Et très souvent, le motif de consultation en clientèle, c'est mon chien, il n'arrive plus à manger ses croquettes. Les nouilles, ça va, mais le reste, c'est non. Et là, en général, peut-être ce que je vous recommanderais, ce serait de passer par un bon détartrage. Donc, on détartre, on fait propre. Mais ensuite, on met les choses en place simples pour éviter que ça ne se reproduise. Par ailleurs, effectivement, que la balance bénéfice-risque pour l'anesthésie, elle compte. Il faut savoir que lors d'un détartrage, les animaux sont intubés.
On gonfle le petit ballonnet pour éviter qu'il y ait donc une déglutition, d'abord une fausse route, ça passe dans le mauvais tuyau, comme on dit. Et puis surtout pour éviter que l'animal en fait vienne ingérer une quantité de bactéries trop importante. Le détartrage, quand il est fait, ce qu'on dit en fait de convenance, c'est un examen qui est rapide. Hein. En fait, on n'anesthésie pas un animal parce que c'est douloureux. On anesthésie un animal parce qu'on ne veut pas qu'il bouge et qu'on n'a encore trouvé aucun patient qui aurait la patience pour le coup de rester comme ça pour, je sais pas. Mais le détartrage en soi, même quand il y a la plaque dentaire, parce qu'on a les outils adaptés, c'est à peu près le même temps que votre propre dentiste va mettre pour vous détartrer vous. Ça dure une quinzaine de minutes. Donc, on essaye de faire des anesthésies le plus court possible. Et après, vous avez encore la possibilité, je pense par exemple à nos patients cardiaques, vous avez encore la possibilité de faire un relais avec du gaz. Et en fait, on ne fait que de l'anesthésie par le gaz. Donc, évidemment que c'est compliqué. Surtout quand effectivement on a des problèmes d'anesthésie. Ok. Merci. Aurore. Alors, on avait reçu des questions en amont de la conférence. Donc, cette question de Luc qui nous demande pourquoi l'animal doit-il forcément être sous anesthésie générale pour son détartrage. Alors, tu as un peu répondu, mais... Oui, j'ai un petit peu répondu. En fait, on est d'accord, le détartrage, et ne soyez pas forcément choqués que votre vétérinaire ne vous prescrive pas en sortie de détartrage un antidouleur. Ça ne fait pas mal. C'est qu'encore une fois, pour des questions vraiment à la fois de confort pour l'animal et pour faire un travail optimal, on a besoin d'une immobilité totale, et c'est la raison pour laquelle on anesthésie du point de vue général les animaux. D'accord. Une question de Delphine qui nous dit qu'elle a un cavalier King Charles qui a 2 ans, à qui elle donne du Placoff en prévention depuis qu'il est tout petit. Ce produit contient donc de l'iode. Est-ce que cela peut engendrer des problèmes de thyroïde? Alors, c'est une excellente question, Delphine. Puis déjà, je vous félicite pour l'utilisation de ce produit depuis que votre petit loulou est bébé. Alors, en réalité, il faut savoir qu'en matière de maladies thyroïdiennes, le chien est, je ne vais pas dire à 100%, mais à 95%, il est atteint d'hypothyroïdie. Donc, ça veut dire que justement, il n'y a pas assez soit d'hormones thyroïdiennes, mais en tout cas, il y a un déficit en iode. Donc, le fait que vous utilisiez un produit qui contienne de l'iode, a priori, ça ne posera pas de problème. D'autant que, en réalité, les concentrations en iode, elles sont quand même contrôlées. Et donc, il y a quand même très peu de risques. Attention, du coup, je vais faire une toute petite aparté. J'espère que Marie, tu m'autorises. Chez le chat. Pour le coup, on fait très attention chez le chat qui, lui, est sujet aux hyperthyroïdies. Donc, lui, déjà, on essaie de freiner sa production d'hormones et d'iode. Donc, si en plus on lui ajoute un produit, donc chez le chat, par contre, on est extrêmement... on fait vraiment très attention à ça. En revanche, chez le chien, Delphine, vous pouvez tout à fait vous rassurer. Et honnêtement, pas de risque vis-à-vis de la thyroïde de votre petit loup. Merci, Aurore. Alors, ça aussi, vous y avez un peu répondu, mais bon, c'était quand même une question reçue de Anne. Quel est le risque si je brosse les dents de mon chien avec un dentifrice pour humain? Alors, Anne, eh bien, alors, la première des choses, c'est que les dentifrices pour humains, en théorie, n'ont pas vocation à être ingérés. Alors là, pour le coup, on est d'accord, hein, c'est complètement illusoire d'espérer que son chien recrache la totalité de son dentifrice pour chien. Donc, il y en a forcément une partie qui va être ingérée. C'est prévu pour, c'est adapté, donc il n'y a pas de problème. Et il faut savoir en plus que nos dentifrices à nous contiennent beaucoup plus de fluor. Mais parce qu'encore une fois, comment dire, la structure de la dent n'est pas la même entre le chien et entre nous, les hommes. Donc, l'excès de fluorure, pour le coup, ça n'est absolument pas bon du tout chez le chien. Alors, je vous prends un exemple, mais juste pour que vous compreniez l'esprit. Il existe des antibiotiques, effectivement, qui contiennent trop de fluor. Et notamment, on sait qu'on ne doit... Alors, c'est pas qu'on ne doit pas, parce que quand on n'a pas le choix pour sauver l'animal, on le fait, mais on doit éviter de les mettre, de les prescrire pendant la période de croissance du chiot, parce qu'elles jaunissent les dents. Mais quand je vous dis jaune, c'est jaune, hein. Donc, la problématique de nos dentifrices à nous, c'est surtout la teneur en fluor qui est beaucoup trop importante et qui risquerait en fait d'abîmer les dents de votre chien. Donc,
le dentifrice pour chien, c'est vraiment celui qui est adapté. Je vous déconseille vraiment, vraiment fortement le dentifrice pour humain. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Aurore. Est-ce que certains d'entre vous ont encore des questions? Je laisse ouvert le petit module questions. N'hésitez pas, je vous laisse rédiger tout ça. Tatiana ne m'envoie rien, donc je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Merci beaucoup, Aurore. Ah, si, on a des questions qui arrivent. On en a deux. Donc, si mon chien ronge souvent des sabots ou des bois d'olivier, est-ce que cela ne suffit pas? Question de Catherine. Alors, en fait, j'ai envie de dire que probablement que ça suffit. Puisque, en fait, l'action mécanique, quand on parle d'action mécanique, en fait, vous aurez compris, on parle de l'action d'un corps dur contre la dent. Donc, en fait, d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle les chiens aiment beaucoup mordiller. Alors, la seule chose que je recommande pas, ça reste les cailloux, parce que là, pour le coup, ça râpe la dent. Mais le bois d'olivier, ça me semble être déjà quelque chose d'extrêmement bien. Ça veut dire que vous avez un chien qui va grignoter du bois d'olivier, qui va manger des croquettes. Donc, vous avez une double action mécanique, ou en tout cas, vous avez une action mécanique qui se répète plusieurs fois dans la journée. Honnêtement, ça me semble être effectivement quelque chose de très intéressant. La seule petite chose, c'est faites juste attention aux échardes et aux esquilles qui peuvent arriver du bois naturel. C'est la seule petite chose à laquelle vous devez faire attention. Autrement, l'action en elle-même, d'un point de vue hygiène bucco-dentaire, elle est très bonne. Super. Eh bien, merci beaucoup, docteur Dubois. J'ai une question de Marie qui nous demande quelques marques. Alors, c'est un parfait lien avec ma slide d'après. Donc, pour rappel, cette conférence, elle est co-organisée entre la communauté Conseil Veto et le site Silico Veto. Donc, le site silicoveto.com, c'est une plateforme e-commerce de produits premium pour les chiens et les chats. Et tous nos produits sont sélectionnés par des vétérinaires. Donc, vous trouverez sur cette slide rapidement les produits qu'on propose pour l'hygiène bucco-dentaire des chiens et des chats. Donc, j'ai mis aussi chats, parce qu'en général, pour la plupart, ce sont les mêmes types de produits. Donc, le kit dentifrice, brosse à dents et doigtier, les dentifrices en poudre à croquer et en solution buvable. Et enfin, toutes les lamelles à mâcher. Donc, on propose plusieurs marques. Et enfin, des bois de serre. Donc, pour vous remercier d'être aussi si nombreux à cette webconférence, on vous propose 5 € offerts avec le code dent pour dent. Voilà, donc je vous invite à le noter et à aller voir sur le site. J'ai une question en parallèle de Catherine qui nous demande si les bois de serre sont recommandés. Alors, je pense que Catherine, vous n'étiez pas là au tout début de la conf, mais oui, vous pourrez regarder le replay. Le docteur Dubois nous a expliqué que c'était tout à fait recommandé. Au contraire, ça fonctionne très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous d'être toujours si nombreux, enfin d'être de plus en plus nombreux à nos webconférences. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si ces conférences vous ont plu, voilà, restez en contact avec nous. On va réitérer la chose. La prochaine aura lieu à la fin du mois de juillet, si je me souviens bien. Voilà. Ben, écoutez, mille merci, le docteur Aurore Dubois, pour cette webconférence. Merci à vous, merci à tous. Merci, docteur Tatiana Pradel, pour la modération. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et un bon week-end. Belle journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.